Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire pour parler de recherche clinique en médecine libérale. De nombreux médecins libéraux de différentes spécialités ont connu dans leurs études, à la fin de leurs études, dans le passage au sein du secteur hospitalier, le monde de la recherche et se disent souhaiter continuer à y participer dans le cadre de leur activité libérale en cabinet, en plateau technique, mais n'ont pas toujours la possibilité de le faire. Ils souhaitent, d'après le retour qu'on en a, y participer parce que c'est un facteur de renforcement des compétences de la discipline, une activité qui donne du sens au métier, au-delà de la consultation et du soin apporté aux patients, et que c'est un intérêt aussi, bien évidemment, pour la prise en charge des patients et pour la santé publique. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir si c'est possible, comment. Ça semble parfois un peu compliqué et difficile pour les médecins libéraux de se consacrer à des activités de recherche, d'y participer. On va vous montrer que non. On casse un petit peu les barrières aujourd'hui, telles qu'on l'affichait dans le titre, et que différentes solutions existent. Bien sûr, on n'est pas exhaustif de tout ce qui se pratique en projet de recherche. De multiples structures existent, portent des projets. On va évoquer aujourd'hui deux d'entre elles avec nos intervenants, le docteur Nathalie Lalanne, qui est médecin dermatologue à Bordeaux, qui participe à des projets de recherche, elle nous le dira, et qui est élu de l'URPS Médecin. Bonjour docteur. Bonjour à tous et Nous ravi avons la d'être chance là aussi, avec vous. nous avons aussi la chance d'avoir Céline Masquelier, qui est la fondatrice de Clinotopia, avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame Masquelier, Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. avec plaisir. Et puis, docteur Damien Waro, qui est médecin au sein de la société Stan. Bonjour, docteur. Bonjour, c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Et comme intervenant aussi pour nous raconter leur retour d'expérience de participation à des projets de recherche, les docteurs Julien Solaire et Laure Aléa Essari. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour à vous. merci beaucoup pour l'invitation. Merci, on est super content de partager notre expérience avec vous aujourd'hui. Ben, c'est chouette. Vous, juste, vous êtes pneumologue, on en reparlera tout à l'heure, hein. Mais je ne sais plus où exactement, vous pouvez nous dire dans On est quel... sur Aix-en-Provence. Voilà, il me semblait bien que c'était vers le soleil là-bas, en région PACA, mais dans le sud-ouest, en ce moment, on n'est pas trop mal gâté, ça va. On a Ça un va peu de quand même. soleil aussi. Je vous rappelle donc que on va échanger, vous présenter avec nos différents intervenants ce sujet de la recherche clinique. Vous avez la possibilité au fur et à mesure de poser vos questions en utilisant le module, le bouton Q et R pour questions-réponses tout au fil de ce webinaire. Comme d'habitude, nous prendrons vos questions et nous y répondrons à l'issue du webinaire avec nos différents intervenants. La recherche, on le disait, c'est pas toujours évident quand on est médecin libéral. Docteur Nathalie Lalanne, vous êtes élue à l'URPS Médecin. Pourquoi l'URPS Médecin cherche à développer la recherche clinique en ville? L'URPS médecin, elle n'est pas forcément qu'uniquement là pour organiser en fait les soins, elle est là aussi pour valoriser en fait nos activités et de favoriser un éventail en fait d'activités médicales et la recherche en fait vraiment pleinement partie. C'est vrai que la médecine, bah, c'est une science, elle est toujours en évolution. Elle est toujours en remise en question et en amélioration. Il y a des échecs, il y a des améliorations. Jusqu'à présent, en fait, c'était beaucoup en fait à l'hôpital, mais bah, la médecine, cette science, elle se cantonne pas aux quatre murs en fait de l'hôpital et on peut évidemment en fait et il faut la développer en fait en ville. Donc, la majorité des soins sont quand même réalisés en ville. 80% en fait les activités de soins sont en médecine libérale et 95% de la recherche clinique se fait à l'hôpital.
Or, on voit bien que l'ensemble de ces consultations, l'ensemble de ces actes, l'ensemble de ces traitements réalisés en ville, c'est des mannes en fait de données en fait de santé, des données médicales qui peuvent permettre, hein, au contraire, de faire avancer les choses. En médecine de ville, on souffre beaucoup en fait, hein, de pathologies qui sont courantes, mais qui sont jusqu'à présent en fait un peu sous-estimées, en fait, hein, pas pris en charge en fait au niveau hospitalier parce que ils ne les voient pas. Et donc, c'est des pathologies qui sont chronophages, qui sont récidivantes et pour lesquelles on n'a pas vraiment en fait de solution. Je pense en fait en dermatologie, notamment à la dermite séborique par exemple, qui est une dermatose en fait inflammatoire très fréquente. On a des pistes de réflexion, mais ce sont simplement en fait des pistes. Donc, il y a des pistes sur la flore digestive, etc. Donc, pourquoi pas en fait développer en fait de la recherche en fait dans ce type de pathologie. Mais la médecine de ville, c'est de la prévention, c'est du dépistage précoce en fait de maladies auto-immunes, inflammatoires. Donc la recherche en fait elle est indispensable, je dirais même en fait en médecine de ville et pour toutes les spécialités. Et notamment et particulièrement la médecine générale. Merci donc sur ces motivations. Et effectivement, Damien Waro, vous militez aussi chez Stan sur le fait qu'il y a de réels intérêts pour les patients, pour la santé publique, que de développer la recherche en ambulatoire libéral. En effet, enfin, Dr Lalanne a déjà tout dit. Je vais juste enfoncer le clou, peut-être avec quelques chiffres qui sont issus d'études sur l'écologie des soins médicaux. C'est pour donner un ordre d'idée. Sur 1000 Français pour un mois donné, on a 250 qui consultent un médecin généraliste, 100 qui voient un spécialiste et seulement 5 sont hospitalisés en CHU. Finalement, c'est 0,5% des patients qui sont souvent les patients les plus graves, ceux dont la prise en charge n'a pas pu euh, être faite entièrement en ambulatoire parce que le patient est trop grave. Et pourtant, c'est sur ces patients-là qu'on va faire l'essentiel de la recherche clinique. Et si on veut avoir des solutions qui soient adaptées à l'exercice de la médecine libérale, adaptées aux pathologies qu'on voit en médecine libérale, bah, ça paraît être du bon sens qu'il faut pouvoir faire des recherches en médecine de ville. Et alors finalement, pourquoi cette recherche, elle est cloisonnée, encore confinée à l'hôpital, si je peux, comme énoncé tout à l'heure? Ben, parce que quelque part, à l'hôpital, il y a un cadre qui est bien rodé. Il y a des équipes scientifiques qui sont dédiées à l'accompagnement de la recherche et des projets de recherche. Il y a des équipes support aussi pour faciliter la pratique de la recherche. Il y a des outils qui sont standardisés et sécurisés. Et ce cadre-là, quelque part, il va rassurer tous les promoteurs de recherche, quel qu'il où il y a le challenge, c'est qu'en fait, en médecine de ville, ce cadre structuré, ce cadre rassurant n'est pas encore réellement structuré. Et il y a un enjeu à développer un standard de la recherche qui puisse rendre plus facile le déploiement de projets en médecine de ville. Voilà. Donc on va y revenir effectivement, hein, parce que c'est un des intérêts effectivement de ce que peut proposer Stan, c'est d'apporter ce cadre qui existe quand même un petit peu déjà aujourd'hui. Il y a déjà quand même des projets de recherche en ville, pas beaucoup. Vous avez évoqué l'un et l'autre les chiffres. Bien sûr, voilà, souvent l'égide des universités quand même, des départements de médecine générale, etc. Mais l'objectif, c'est là de voir comment on peut démultiplier en fait l'association et associer davantage la médecine libérale à ces projets de recherche. Vous en avez posé les enjeux, que ce soit pour l'activité du médecin comme surtout pour la prise en charge des patients. Du coup, comment on participe, comment on connaît les projets? Je me tourne vers Céline Masquelier parce que vous avez créé donc Clinotopia. Juste avant que vous laissiez la parole, c'est donc vous allez nous l'expliquer, une plateforme de recensement des programmes de recherche. C'est un projet qui a été récompensé il y a quelques semaines par le prix de l'innovation du numérique en ville. Au sein des talents de la e-santé. Donc voilà, dites-nous, avant de nous parler de cette plateforme, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire pour vous, déjà aussi, pourquoi est-ce qu'il est important que les médecins libéraux puissent s'intéresser aux projets de recherche clinique?
Merci beaucoup pour ce petit résumé qui était très exact. Eh bien, effectivement, moi, je travaille dans la recherche clinique depuis 10 ans, côté centre hospitalier, côté promoteur pour des laboratoires pharmaceutiques. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de retard dans ces essais cliniques. On a du mal à inclure des patients, et majoritairement parce que ces patients, justement, sont inclus dans les grands centres hospitaliers. L'idée, c'est vraiment d'aller décloisonner cette recherche clinique et de favoriser ce qu'on appelle les essais cliniques décentralisés, c'est-à-dire au plus près du patient et auprès des acteurs de la recherche. Et en fait, ces acteurs, ce sont les professionnels de santé libéraux. Donc, je pense beaucoup aux médecins généralistes qui voient effectivement toutes les pathologies et puis aux spécialistes également qui aimeraient s'intéresser aux essais cliniques qui se font dans leur domaine d'expertise. Et donc, l'idée, c'est effectivement que Clinotopia recense tous les essais cliniques qui se font en France et permet autant aux patients qu'aux professionnels de santé de s'y intéresser et d'avoir du coup des connaissances les plus exhaustives qu'elles soient de ces essais cliniques afin de pouvoir orienter leurs patients eux-mêmes en tant que professionnels de santé, voire de laisser les patients accéder à la recherche clinique sur les essais cliniques qui les intéressent. On pense aussi aux patients experts, aux patients qui sont dans des associations de patients. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller démocratiser cette recherche clinique et de permettre aux professionnels de santé d'être plus acteurs. Et effectivement, il y avait des chiffres qui ont été énoncés par mes collègues et qui montrent bien que effectivement au cabinet, les médecins sont très demandeurs de continuer à contribuer à l'innovation médicale et de pouvoir orienter leurs patients vers la recherche. Voilà, c'est donc la possibilité également hein, donc d'intégrer aussi des patients à ces programmes, donc de leur apporter aussi des opportunités sur des prises en charge, des traitements innovants. Et là-dessus, donc reparlez-nous un tout petit peu de cette plateforme. Donc Clinotopia, on a la chance de fêter avec vous son ouverture. Son lancement, là, c'est opérationnel et ça se veut justement démocratiser, j'ai envie de dire, un travail de vulgarisation dans le bon sens du terme, hein, dans l'exhaustivité, pardon, des programmes de recherche. Tout à fait. Donc, Clinotopia a une semaine, 9 mois de maturation de projet, mais une semaine de lancement avec déjà pas mal de passages. On a plus de 5000 personnes qui sont passées sur le site en une semaine. L'idée, c'est vraiment de répertorier tous ces essais cliniques et d'avoir du coup une connaissance exhaustive de ces essais, de les vulgariser, mais pas trop, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont dessus permettent de remonter à un protocole concret, etc. Donc, il y a une connaissance scientifique, mais de démocratiser pour les patients avec des critères simples, c'est-à-dire par exemple les critères d'âge, de sexe, la pathologie concernée. Donc je vous invite tout simplement à aller sur clinotopia.fr pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. L'idée, c'est effectivement de garder le lien, c'est-à-dire que moi, je voulais une plateforme qui corresponde à tous. Donc vraiment, les professionnels de santé, les patients, l'entourage des patients, les parents, par exemple, d'enfants atteints de pathologie peuvent se renseigner sur les essais cliniques. Les enfants de parents atteints de pathologie, je pense à Alzheimer, Parkinson et tout ce qui est pathologie voilà, un peu plus neurodégénérative, peuvent également se renseigner pour leurs parents. Et la plateforme a été créée donc, en association avec des médecins, des professionnels de la recherche clinique, des associations de patients et puis des patients pour justement voilà, convenir à tous. Et je préciserai que l'accès est totalement gratuit. Voilà, il n'y a même pas besoin de créer un compte, je crois. Voilà, il n'y a pas de C'est création de compte, c'est en quelques clics, c'est-à-dire que voilà, les critères qui permettent de trouver les essais cliniques les plus adaptés sont bien évidemment le sexe, l'âge et puis la pathologie concernée. Donc juste avec ces trois éléments, on ne demande pas le dossier médical complet du patient. L'idée, c'est vraiment d'être un outil en cabinet, par exemple pour les professionnels de santé, afin de pouvoir trouver les essais cliniques les plus pertinents en quelques clics. Voilà. Donc pas de création de compte et l'orientation se fait par la prise de rendez-vous. C'est ensuite les équipes de recherche dédiées qui verront les critères d'éligibilité avec le patient. voilà, clinotopia.fr, vous retrouverez à la fin adresse URL et bien sûr on vous enverra tous ces éléments, mais donc une plateforme qui vient d'ouvrir pour vous permettre d'avoir accès facilement avec je suppose tout un tas de critères de recherche hein, aux différents projets de recherche clinique qui peuvent exister sur votre spécialité autour de vous, qui peuvent être adaptés à vos patients, etc. On retrouve Céline tout à l'heure pour d'éventuelles questions. On bascule toujours sur ces logiques de témoignage de qu'est-ce que ça apporte au quotidien pour un médecin libéral de faire et de participer à ces projets de recherche clinique. Donc, nous font le plaisir d'être avec nous les docteurs Essari et Solaire, qui sont pneumologues vers Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui vous a poussé
Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce que vous en avez retiré de participer, vous, à des projets de recherche clinique? Quel est le retour d'expérience que vous pourriez donner aux confrères qui nous écoutent? Bah, écoutez, c'est très justement votre introduction l'a parfaitement souligné. On a été baigné dans nos études dans les essais cliniques, puisque formés à l'hôpital, dans les CHU. Pour notre thèse d'exercice, on a dû passer par des essais. Puis après, lors du clinica, et puis un peu plus tard, on a accompagné des plus jeunes dans les thèses. Et donc, on a toujours eu cette sensibilité pour la recherche. Et quand on s'est installé en libéral, on s'est vraiment posé cette question de comment pouvoir l'intégrer dans notre pratique quotidienne, avec derrière une retombée directe pour les patients, puisque ça leur permet, comme vous l'avez justement dit, d'avoir accès à des traitements innovants, d'avoir aussi une certaine rigueur, puisque dans les protocoles de recherche, c'est très standardisé, donc ça demande une grande rigueur dans la tenue des dossiers, donc ça apporte une qualité supplémentaire, et ça permet de casser l'aspect un peu routinier des consultations, qui peuvent être un peu, pas répétitives, mais qui peuvent amener une certaine lassitude dans la vie de tous les jours au cabinet. Est-ce que vous auriez du coup un exemple concret, une illustration à donner Ouais. qui serait Alors servie du du coup? coup, ouais. Donc du coup, bah moi, je peux vous parler un peu de notre expérience. Donc on a fait, on a participé à une étude de recherche clinique, donc avec l'intelligence artificielle dans le sommeil, parce qu'on est pneumologue somnologue. Donc on a une activité de pneumologie générale et aussi on est centre du sommeil. On fait des tests de sommeil, polygraphie et polysomnographie ambulatoire. Et donc, on a participé donc, à une étude grâce à la plateforme du coup Stan, hein. C'est grâce à la plateforme qu'on a connu en fait l'étude et qu'on a pu être mis en relation. Donc en pratique, là, l'étude en question, c'est pour développer une application pour le dépistage de l'apnée du sommeil en médecine de ville, parce que c'est une pathologie de santé publique. 4 à 10 de la population, 7 sur 10 qui se méconnaissent. En gros, on ne peut pas tous les diagnostiquer comme ça. Donc l'idée, c'est qu'il y ait l'intelligence artificielle qui puisse développer un algorithme pour diagnostiquer ou dépister les apnées sur une application que le patient. Alors après, comment ils vont la développer? Est-ce que c'est le patient qui aura directement l'application? Est-ce que c'est les pros de santé? Mais en tout cas, l'idée, c'est de répondre à une problématique de santé publique. Nous, on a particulièrement un intérêt autour de l'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en santé et ça nous intéresse de voir les choses évoluer. Donc, on a décidé d'y participer. Donc, c'était la première fois qu'on le faisait de manière organisée dans le cadre d'un protocole, etc. Donc, ça a été quand même plutôt simple. Grâce à la plateforme, grâce à Stan qui nous a mis en relation, on a toujours eu un interlocuteur. Pour tout, donc c'est une étude aussi qui était designée quand même pour la ville, parce qu'il faut dire qu'on n'est pas un CHU. Nous, on a quand même une équipe parce qu'on a des infirmières, etc. Mais on n'est pas non plus une équipe de CHU spécialisée qui fait que ça. On reste des médecins libéraux, on a nos contraintes, nos consultations et plein de travail déjà par ailleurs. Donc, c'est des études qui sont quand même conçues pour nous. Ça nous facilite la vie. Donc là, en l'occurrence, on pouvait parler, donc proposer du coup aux patients d'avoir donc c'était un téléphone posé en fait sur le thorax pendant l'examen de polysomnographie pour du coup étudier en même temps la polysomnographie. Donc ça rajoutait quand même un téléphone à poser sur le thorax du patient. Donc nous on l'expliquait en consultation, ça nous prenait en moyenne peut-être franchement pas trop long, quelques minutes. De base, les patients ont été très aidants, ils ont vraiment adoré participer parce qu'ils ont tous des montres connectées où ils étudient déjà leur sommeil avec des montres connectées. Donc, on a pu leur expliquer que le but, c'était de valider scientifiquement ces données sur le marché. Et donc, ils ont été vraiment, ça a bien plu. Donc, ça a facilité aussi les inclusions. Et du coup, ça a facilité le temps pour expliquer les choses. Parce que si c'est quelque chose de compliqué, où il faut expliquer un protocole compliqué aux patients, etc., là, c'est vrai que ce n'est pas forcément pratique pour nous. Donc là, à la fois, c'était simple à expliquer, des patients qui étaient en fait très adhérents. Ça rajoutait pas beaucoup de choses, puisque alors la polysomnographie, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais il y a des électrodes au niveau du visage, de la tête, sont particulièrement déjà déguisées, donc un téléphone en plus en moins pour eux, globalement, ça changeait pas grand-chose. Donc c'était pas il n'y avait pas beaucoup d'interventions. Pour nos infirmières, ça rajoutait quand même à peu près 5 minutes. Et il y avait 2 questionnaires. Donc les questionnaires, en général, quand ils arrivent, de toute façon, ils sont en salle d'attente. Souvent, il y a un petit peu de retard. Donc pendant ce temps-là,
ils pouvaient répondre au questionnaire et ça demandait un petit peu de temps supplémentaire aux infirmières pour revérifier avec eux le questionnaire, mais globalement, ça n'a pas ajouté un temps important, ce qui est pour nous fondamental parce que on est quand même avec une contrainte de temps en médecine libérale, donc le protocole doit être adapté à la pratique libérale, ça c'est fondamental, et là, en l'occurrence, c'était le cas. Ensuite, on avait pas mal de feedback avec l'équipe, du coup, donc soit Stan, soit l'équipe du coup qui promeut en fait l'étude. Et là, grâce à leur nouvelle plateforme, ça sera encore plus simplifié. On a pu faire remplir aussi les consentements. Pareil, là, c'était vraiment pas très long à remplir. Donc ça s'est plutôt bien passé. Au départ, quand on lance l'étude, il y a quelques petits ajustements à faire parce qu'il voilà, il faut lancer, etc. Mais rapidement, à partir de, je pense, 4-5 patients, tout était rodé. Et on a eu pas mal de communication grâce d'ailleurs à l'équipe de Stan, où dès qu'il y avait un petit truc qui manquait, etc., on a tout cadré. Et ensuite, une fois que tout était rodé, on a pu inclure beaucoup de patients. Je pense qu'on a pu inclure environ, on est encore en cours, mais un peu plus d'une centaine à 2 médecins. Grâce à ça, on a aussi quand même une équipe avec une secrétaire médicale et une infirmière aussi qui nous aide. Mais globalement, ça n'a pas beaucoup changé notre pratique et c'est ça aussi qui nous a plu. Et surtout, on a vu qu'il y avait un grand engouement du côté des patients qui étaient particulièrement contents de participer à une étude. Nous, on avait peur qu'ils disent non, qu'ils disent ah non, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, finalement, bien expliqué dans le contexte, on a eu vraiment un fort engouement des patients. À chaque fois qu'on l'a proposé, il y en a quelques-uns qui n'ont pas voulu, mais c'est vraiment minoritaire. La très grande majorité était contente de participer au protocole. Et ça, c'était important pour nous parce qu'on reste médecin et donc on fait ça pour les patients. Et c'est important qu'eux aussi soient contents d'y participer, quoi. Donc voilà, et donc on est au niveau satisfaction personnelle, on est content parce que c'est une nouvelle activité au cabinet et puis on voit aussi qu'on apporte de la valeur pour les patients. Donc on a hâte d'avoir les résultats de l'étude. C'est ça aussi qui est top. Et on perçoit vraiment votre enthousiasme, mais merci de le communiquer justement parce que je pense que c'est important. Et un des objectifs, on sait, je l'ai évoqué en introduction, effectivement, nous, des retours terrain qu'on a, voilà, le sens, le dynamisme que ça peut apporter dans la diversité justement de la pratique au quotidien, tout en venant l'asseoir encore un petit peu plus. Vous me dites, voilà, qu'on soit là, vous êtes dans un cadre où vous êtes aussi en pluriprofessionnel avec des infirmiers au sein de votre cabinet, etc. Mais ça peut se faire aussi, même si on n'est plus solo. Et ça donne du sens effectivement aux patients, tous les retours effectivement de médecins qui ont pu participer à ça. Donc des projets de recherche, hein, bien évidemment, là, je le disais en introduction aussi, on met en évidence différentes solutions qu'on souhaite justement faire connaître avec Inotopia et Stan, mais bien évidemment sous l'égide, je disais, des universités. Il y a beaucoup, notamment en médecine générale, les départements de médecine générale, nous, de la région Nouvelle-Aquitaine, sont assez actifs. Hein. Nous en avons 3, Limoges, Poitiers et Bordeaux. Nous avons également une spécificité sur Bordeaux d'avoir une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire, donc qui a des logiques de projets de recherche aussi en médecine générale. Mais c'est vrai que côté des autres spécialités, c'est un petit peu la carence, même si, docteur Lalanne, en dermatologie, il y a quand même des choses. Vous participez, vous aussi, à des projets de recherche universitaires. Pourquoi vous le faites et qu'est-ce que ça vous apporte? Autre témoignage, autre retour d'expérience. Oui, je rejoins beaucoup en fait leur aléa. Moi, j'ai essayé de m'organiser en fait dans mon cabinet de ville en fait pour pouvoir en fait faire de la recherche, sortir du quotidien, en fait améliorer les pratiques. Et donc, je fonctionne aussi en fait avec une secrétaire, une assistante qui m'a permis en fait de me laisser du temps pour la recherche en fait bibliographique, mais pour la recherche et participer à une étude. Et j'en suis vraiment ravie. Là, l'étude, elle a commencé en fait depuis 8-9 mois. Ça finit en avril. On a inclus en fait une cinquantaine de patients. On va jusqu'à 70 en fait prochainement. Là aussi, comme vous, ça touche en fait une pathologie très courante chez nous, c'est les carcinomes basocellulaires. Qui est le cancer, hein, le carcinome de la peau, en fait, hein, qui est le plus fréquent, qui est quand même le plus fréquent tout cancer confondu chez la femme et qui est le deuxième cancer en fait chez l'homme après le cancer de la prostate. Donc c'est un nombre en fait très important en fait de patients de consultation et l'étude vise en fait à améliorer la prise en charge diagnostique. Jusqu'à présent, on a tendance
pour les cas un petit peu douteux ou avant une chirurgie un peu complexe, hein, de vouloir confirmer le diagnostic. Et donc, il s'agit en fait de tester une technique innovante qui s'appelle la LCOCT, et qui permet finalement d'avoir une biopsie numérique en fait, hein, au lieu d'avoir une biopsie cutanée avec tous les frais en fait que ça peut induire. Moi, je suis ravie de participer. Ça crée en fait une espèce d'émulation en fait au cabinet, et puis les patients sont effectivement très contents. C'est une étude, moi, qui est et hospitalière et libérale. Et en fait, on a simplement en fait insisté en fait pour que ce soit un attaché de recherche clinique, hein, qui vienne en fait dans le cabinet saisir en fait l'administratif, vérifier les dossiers. Finalement, ça va être le personnel en fait, donc la secrétaire et l'assistante qui sont un petit peu saturés, hein, de travail parce que il faut compléter les documents, en fait les données administratives, les données des patients, etc. Donc ça demande un petit peu de travail, mais elles sont plutôt contentes, en fait, là aussi, en fait, de participer à l'amélioration des soins, à la recherche, et c'est vraiment ce qu'on ressent, en fait, aussi avec les patients. Ouais. Merci, docteur Lalanne, de ce témoignage et là aussi de la transmission de cet enthousiasme, tous les intérêts que vous y trouvez. Autre élément, effectivement, de diagnostic sur, effectivement, le carcinome basocellulaire, cancer, effectivement, assez important en nombre. Je reviens vers vous, Damien Waro. Donc, vous le disiez, grâce à la proposition effectivement de Stan, c'est la possibilité de développer la recherche clinique en ambulatoire libéral dans un cadre structuré. Est-ce que vous pouvez rapidement présenter la société Stan et l'offre de services effectivement qui est proposée là-dessus? Oui, effectivement, je vais aller assez rapidement pour présenter l'historique. Enfin, Stan, c'est une société à mission qui a été fondée à la base par deux professionnels de santé qui ont voulu monter leur maison de santé pluriprofessionnelle près de Lyon, à Vénissieux. Et en fait, c'est de cette histoire, première histoire initialement, de créer des maisons de santé, de cette expérience, qu'ils ont transformé en expertise pour accompagner d'autres professionnels de santé à créer leur propre structure de maison de santé. Donc, depuis 2018, ça fait à peu près 153 structures de soins primaires qui ont été accompagnées par Stan. Et au fil des rencontres, des échanges avec les professionnels de santé, il y a eu d'autres besoins qui sont apparus. Il y avait des professionnels qui étaient intéressés par la recherche. Il y avait un besoin de trouver des solutions pour répondre aux enjeux de santé actuels, que ce soit lié à la charge des maladies chroniques. Et il y avait cette difficulté à se lancer dans la recherche. Et c'est là que Stan a fait un espèce de virage fin 2023 pour vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'on pouvait apporter aux professionnels de santé pour faciliter leur pratique. Et il y a vraiment deux choses, des outils numériques, techniques, et des services qu'on propose. On va peut-être en parler un peu plus tard dans le webinaire. Mais quand on parle de recherche clinique avec Stan, on va aller cibler un seul type vraiment de recherche clinique. En fait, la recherche, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, elle peut prendre plein de formes. C'est de la recherche fondamentale, de la recherche sociologique, de la recherche épidémiologique. La recherche clinique, c'est celle qui concerne les patients et qui vise à améliorer les connaissances biologiques et médicales. Et dans ces sous-catégories de recherche clinique, chez Stan, on se concentre sur les recherches qui vont pouvoir amener, accélérer l'arrivée de nouvelles solutions thérapeutiques chez le patient. Donc, on se concentre sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité des nouvelles solutions thérapeutiques. Et on accompagne justement les professionnels de santé à participer à ce type de projet. Merci de ces précisions. Donc, dans ce cadre, effectivement, l'URPS Médecins de Nouvelle-Aquitaine a passé un partenariat avec Stan pour favoriser et faire la promotion des projets de recherche qui pouvaient être justement émis, faciliter l'intermédiation en fait entre les médecins de Nouvelle-Aquitaine, médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine de toute spécialité avec la structure Stan pour s'embarquer justement sur des projets de recherche. Alors j'en profite, même si différentes questions sont arrivées et qu'on en prendra un certain nombre à la fin, comme je l'avais évoqué, mais là, il y avait justement une question d'un auditeur qui dit vos intervenants sont des spécialistes autres que médecine générale. Comment faire pour participer à des études et voilà.
en tant que médecin généraliste. Stan propose-t-il aussi dans son panel toute spécialité, justement, est-ce que ça peut concerner toutes les spécialités? Oui, en effet, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, on a eu des retours d'expérience de médecins qui sont investigateurs. Donc, on va dire c'est là où toute l'étude interventionnelle se déroule en cabinet de ville, qui demande une certaine structuration, qui demande le plus de temps aussi. Mais il y a aussi d'autres manières de participer à la recherche. Et justement, on a développé deux manières différentes de pouvoir participer à la recherche, être médecin identificateur ou même participer à des projets de recherche observationnelle. Donc, dans l'idée où, en fonction du lieu d'exercice, de la structuration, de l'intérêt du professionnel de santé, adapter en fait les choses qu'on va pouvoir lui proposer, lui faire, lui montrer et comment on peut aussi l'aider à rejoindre ces projets-là. Et donc, finalement, le médecin investigateur, on en a parlé, ils en ont parlé mieux que moi tout à l'heure, les docteurs Essari et les docteurs Solaire. Les projets de médecins identificateurs, eh bien, là où c'est pour des études cliniques où justement une évaluation est faite et on se rend compte que elle nécessite un plateau technique qui n'est pas forcément disponible dans tous les cabinets, etc. Donc, on peut proposer aux médecins d'identifier dans sa patientèle des patients qui sont éligibles et qui répondent aux pré-critères, aux critères de présélection des patients, les orienter vers un centre investigateur. Donc, c'est une manière de contribuer qui est différente. Le suivi sera fait dans le centre investigateur, qui peut être un CHU, un centre hospitalier ou bien une autre structure de soins de médecine de ville libérale qui a le plateau technique nécessaire. Donc, ça, c'est une autre modalité pour des médecins de se lancer, de participer à la recherche. Et la dernière, c'est les études observationnelles, où là, c'est de capitaliser sur les données qui sont déjà présentes dans les dossiers patients euh, pour pouvoir les mobiliser dans le cadre d'un projet de recherche pour répondre à une question qui est précise. Et ça, on met à disposition des professionnels de santé gratuitement un entrepôt de données santé qui permet de faciliter la mobilisation de ces données-là pour ce type d'études. Donc là, sur ce dernier type d'études, il y a beaucoup moins d'exigences, de prérequis pour les médecins. Oui, alors vous parlez justement des études observationnelles, la logique effectivement d'un entrepôt de données de santé, ce qu'on appelle un EDS. Donc, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus du coup, c'est quoi, comment se collectent ces données, qui en est propriétaire de tout ça? Est-ce qu'on peut, parce que voilà, la sensibilité liée aux données est toujours un sujet quand même important. Alors, l'entrepôt de données de santé, c'est un mot qui fait un peu barbare, qui peut faire peur parfois à certains professionnels, on l'entend. Mais en fait, c'est un outil euh, qui vient répondre à une problématique qui est que dans les logiciels patients actuellement que vous utilisez au quotidien avec les patients, eh bien, ces logiciels sont souvent pas compatibles avec la recherche. Il y a un problème de format des données, de structuration des données et un problème d'interopérabilité. Et l'entrepôt de données santé, c'est en fait un outil qui va permettre de se connecter aux différents types euh, de logiciels métiers, de pouvoir reformater les données dans un format qui soit compatible avec la recherche, dans un espace qui est sécurisé et pseudonymisé. Et c'est avec cette structuration, dans cet espace sécurisé, eh bien, il paraît être possible de mobiliser les données dans le cadre d'un projet de recherche que le médecin aura choisi avec la non-opposition du patient. Et le propriétaire de la donnée, c'est le patient, c'est les données patients. Le médecin, il est responsable de la gestion des patients. Et chez STAM, on propose cette structure d'entrepôt de données santé qu'on met à disposition des professionnels qui peuvent l'utiliser pour participer et se lancer dans la recherche. Et bien sûr, il a été sécurisé, certifié par la CNIL. On a l'arrêté de la CNIL, si on peut même le partager en ligne si des gens veulent regarder le détail. Mais en tout cas, c'est retranscrire des entrepôts de données de santé qui existent bien en hospitalier, en médecine de ville et le rendre accessible aux médecins. Alors, si on descend un peu plus concrètement, donc pour justement de nos auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin, participer, prendre contact avec vous, donc on est donc là, on parle de la plateforme Stan Research, hein, qui est justement cet outil que vous avez mis en place, et avec tout l'accompagnement, parce que c'est une logique aussi d'accompagnement en termes de gestion administrative et logistique, hein, des médecins, de formation, je crois aussi, qui est proposée, une formation diplômante pour pouvoir s'assurer d'avoir les bonnes pratiques. On n'est pas dans un DU, hein, on est dans
une démarche de bonne pratique et un suivi personnalisé. Donc, concrètement, là, je suis médecin, je souhaite prendre contact avec vous, aller voir comment ça se passe sur Stan Research. Est-ce que, voilà, quelles sont les modalités précises? Alors, si on n'était pas en webinaire, je vous aurais dit que vous pouvez trouver les informations dans nos communications sur le site internet et prendre contact avec les membres de notre équipe. Là, aujourd'hui, on va directement aussi vous partager le lien vers la prise de rendez-vous avec des membres de notre équipe, et notamment Céline Hernu, qui s'occupe justement du processus d'onboarding des médecins à la recherche. Donc, c'est les médecins qui ont un intérêt pour la recherche. On prend le temps, à un moment qui vous arrange, 15-20 minutes, pour représenter la recherche avec Stan, les outils, le fameux Stan Research qu'on a commencé à évoquer, qui est en fait l'interface où va se passer toutes les interactions du médecin-chercheur avec Stan. C'est là où il va s'inscrire, renseigner ses informations, ses diplômes, sa spécialité, ses informations pour être rémunéré, parce que l'idée, c'est aussi de dédommager les médecins pour tout le temps passé pour leur expertise. Et aussi, ça va être la plateforme où il va voir apparaître des études qui correspondent à son profil. Et l'idée, nous, chez Stan, on fait une sélection, soit on contribue carrément à la conception d'un protocole pour qu'on sache que quand il est déposé sur la plateforme, il est compatible avec la ville, avec un mode identificateur, investigateur, observationnel qui soit compatible avec l'exercice de ville, ou soit on va intégrer des études qui existent déjà, qui sont lancées par des promoteurs dans d'autres lieux, et on va voir s'ils sont compatibles avec la médecine de ville. Enfin, quand on dit on, c'est nous et nos réseaux d'experts, des professionnels libéraux qui vont évaluer ça. Et si c'est approuvé, ben là, on va les glisser sur Stan Research. Ce qui fait que l'idée, c'est d'avoir sur cette plateforme, quand le médecin il sera connecté, qu'il a créé son profil, il verra des études auxquelles il va se sentir en confiance pour participer. Et notre rêve, c'est que finalement, le médecin se dise, ah ben voilà, c'est une étude qui est accompagnée par Stan, donc il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir me lancer sereinement. Et dans tout le parcours, on l'a évoqué sur les différentes étapes, puis il y a un peu de formation. Je crois que le docteur Lalanne va pouvoir en dire un mot tout à l'heure aussi sur les bonnes pratiques cliniques. On fait un accompagnement, que ce soit spécifique pour les études, parce qu'il y a des formations parfois. Pour une étude précise, il y a besoin d'une formation sur un outil, un dispositif médical ou des éléments comme ça. Et il y a aussi des formations plus génériques pour pouvoir faire de la recherche. Et l'exigence, à partir du moment qu'on est médecin, du coup, c'est Bien sûr. d'avoir les BPC. Merci de toutes ces précisions. Vous évoquiez la question de la rémunération. Effectivement, quand on est médecin libéral, on passe du temps en termes sur des projets de recherche comme ça. C'est du temps passé que je ne passe pas à faire des actes techniques, de consultation, etc. Donc, l'indemnisation finalement des médecins, docteur Essari et Solaire, est-ce que vous pouvez librement nous dire comment ça s'est passé, cette logique de dédommagement justement pour ce projet de recherche? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il faut aussi démystifier l'argent dans le milieu de la santé. C'est toujours un peu tabou, mais c'est avec plaisir qu'on peut partager ces chiffres. Alors, la première chose, c'est que on l'a pas, notre motivation première, comme on l'a dit, c'était pas l'argent. Mais effectivement, pour les équipes qui nous ont accompagnés, secrétaires, infirmières, qui ont participé à, à la collecte des données, à bien formater les dossiers, là, ça a pu être la petite carotte pour se dire, bah tiens, effectivement, ça nous donne une charge supplémentaire de travail, mais il y a une récompense financière. Et pour le projet que Lauralie a mentionné tout à l'heure, c'était 75 € par inclusion de patients. Alors, c'est une somme voilà, dont la valeur peut être discutée, mais qui représentait la mobilisation du matériel, puisque pour la polysomnographie, c'est un matériel qui est quand même assez coûteux. Et cette prime a été répartie dans le cabinet, ce qui a permis d'avoir une adhésion aussi de toute l'équipe et ce qui nous a permis d'être assez performants dans l'inclusion et la collecte des données. Ouais. On avait fait le choix, du coup, nous, pour des raisons voilà, pour que l'équipe soit très impliquée aussi dans l'étude, de leur reverser une partie, du coup, de ce qu'on avait touché. Et donc, ça a motivé aussi beaucoup les infirmières et secrétaires. Quand il y a eu un petit peu de travail supplémentaire, elles l'ont pas forcément pris comme une surcharge de travail, puisqu'elles ont été valorisées aussi, elles,
leur travail a été valorisé financièrement grâce à ça. Ça, c'était un choix, c'est un choix du cabinet. Chacun fait comme il veut. Mais c'était quand même, donc là, sur 100 patients, ça fait plus de 7 000 euros. D'accord. Mais voilà, donc cette rémunération ou cette indemnisation, elle est liée bien sûr au projet par projet, hein, en fonction effectivement Ça de dépend l'ampleur vraiment de la tâche, du travail. Et bravo pour votre dynamique collective en termes managérial, parce que effectivement, c'est ce que vous avez exposé tout à l'heure, c'est un collectif aussi qui s'est mobilisé sur ce projet de recherche et c'est ce qui donne du sens. Et n'oublions pas, voilà, que c'est aussi tout ça que ça peut stimuler au sein des cabinets médicaux. Damien Waro, la rémunération pour Stan, ça marche comment là aussi, soyons transparents. Oui, alors en fait, il faut se voir qu'il y a dans les études cliniques, il y a un promoteur de l'étude, du coup, qui a envie et qui a vraiment le porteur moral de cette étude-là. Il y a des professionnels de santé et Stan va jouer le rôle en fait de facilitateur, d'accompagnateur du promoteur dans l'exécution de son projet de recherche. Donc ça peut être euh, avant même le début de l'étude sur la conception du protocole, sur les démarches réglementaires, ça va être aussi après l'analyse biostatistique, etc. Donc en fait, Stan, nous, on se rémunère sur cette partie-là, vraiment d'accompagnement de l'étude et de la réalisation de l'étude et de l'organisation de l'étude. Et il y a la rémunération qui concerne les médecins, investigateurs ou identificateurs en fonction des études. Eh ben, on s'occupe de gérer la gestion administrative de cette rémunération, mais elle est prévue dans le cadre de la promotion de l'étude du promoteur. Merci. Et je précise que côté URPS, dans le cadre de ce partenariat, ils ne percevons aucune rémunération. Il n'y a aucune rétrocession ni un intéressement quel qu'il soit. Bien au contraire, nous sommes là dans le rôle de ce partenariat dont tout est transparent là aussi, en mesure de participer à un comité éditorial hein, sur justement la liste des projets de recherche, de manière à savoir ce qu'on va promotionner justement vis-à-vis des médecins libéraux, quand même avoir une visibilité là-dessus, et derrière en assurer une fois de plus la promotion, favoriser l'intermédiation, la compréhension pour valoriser une fois de plus ces projets de recherche en ville. Céline Masquelier, je reviens vers vous. On n'a pas parlé là aussi de rémunération. Kinotopia, pareil, soyons transparents vis-à-vis de l'ensemble de nos interlocuteurs. On disait tout à l'heure, l'accès est totalement libre, gratuit pour les patients, pour les professionnels et les médecins. C'est quoi le modèle économique de Kinotopia? Tout à fait. Eh bien, c'est un peu le même que mon collègue. Effectivement, c'est uniquement les promoteurs qui financent l'ouverture de la prise de rendez-vous sur la plateforme. Et puis, du coup, la possibilité de changer un peu les informations qui sont sur leurs essais cliniques. On se base sur une base qui est européenne pour extraire ces informations. Parfois, les informations sont en anglais. Parfois, elles sont voilà, un peu éparses en fonction des soumissions réglementaires qui ont été faites. Donc, en fait, le promoteur reprend la main pour que justement l'information soit totalement vulgarisée dans le bon sens du terme pour les patients et les professionnels de santé. Et donc voilà, c'est ça qui est finançable sur la plateforme. Voilà, vous avez ce travail, cette valeur ajoutée, effectivement, qui est proposée aux promoteurs. Vous l'avez évoqué, mais j'en profite parce que on fait le lien avec les questions. On arrive au terme de ces présentations. Merci infiniment à tous. On va prendre les questions qui se posent. N'hésitez pas, une fois de plus, à les poser en utilisant le bouton Q&R, questions-réponses sur votre écran. Une question pour vous, Céline. Comment donc sont référencés les essais cliniques sur Kinotopia? Question du CHU de Bordeaux, de la direction de la recherche clinique et de l'innovation. Je dis rarement qui sont les interlocuteurs qui nous posent la question, mais là, c'était pour savoir à qui vous aviez affaire. Je trouvais Peu important. importe le professionnalisme de la personne qui demande, la réponse sera toujours la même, ce qui est plutôt bon. En fait, on se base donc sur la base nationale Éclair, qui est la toute nouvelle base disponible de l'Agence du numérique en santé et de la DNS aussi. Donc voilà, cette base est disponible depuis le mois d'octobre et donc elle est bien sûr alimentée par toutes les soumissions réglementaires qui sont faites par les promoteurs d'essais cliniques en France. Merci de ces précisions, d'où l'importance de l'exhaustivité qu'on évoquait tout à l'heure et donc tout le travail, la valeur effectivement qui est apportée par Clignotopia, c'est d'avoir voilà, une plateforme qui agrège finalement l'ensemble de ces projets et la retraduction, effectivement, la mise en avant Me permet d'ajouter aussi que par simplifiée. rapport à la base clinicaltrial.gov qui est très connue, qui est internationale, là en fait le fait d'être sur une base française nous permet justement d'être
être up-to-date, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour qui sont faites très régulièrement et donc en fait un essai clinique ne sera plus disponible dès que les inclusions seront fermées, ce qui empêche justement les pertes d'espoir de la part des patients ou des professionnels de santé de voir des essais cliniques encore ouverts alors qu'en fait ils sont fermés depuis 2 ans, ce qui arrive très fréquemment sur la base clinicaltrial.gov. Là, on est vraiment en lien avec les soumissions réglementaires qui sont faites. Donc, dès qu'un essai est terminé, il est fermé. Dès qu'un essai ouvre, il est ouvert sur la plateforme. Ouais, c'est tout, une fois de plus, la valeur du service que vous avez apporté dans cette structure que vous lancez. J'en profite là pour vous dire que parmi les auditeurs dans les réactions, il y a une félicitation sur le prix de l'innovation numérique en ville que vous avez reçu au Talent de la e-santé. Concrètement, voilà, comme même question qu'on a posée tout à l'heure pour Stan, concrètement, donc voilà, je suis médecin, je souhaite peut-être regarder ou voir, donc je vais sur clinotopia.fr et là, c'est intuitif, il y a un moteur de recherche, je peux aller visualiser l'ensemble des projets qui peuvent me concerner dans ma spécialité. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les aires thérapeutiques par rapport à des plateformes concurrentes qui vont se baser que sur l'oncologie, parce que voilà, il y a 50% des essais cliniques en France qui concernent cette aire thérapeutique-là. L'idée, c'est vraiment de proposer toutes les aires thérapeutiques. Pour un professionnel de santé, vous pouvez remplir donc la petite bulle professionnel de santé, remplir une pathologie qui vous intéresse. Je sais pas moi, si vous êtes un grand fan je sais pas moi, du syndrome du côlon irritable, bah voilà, vous tapez ça et vous voyez tous les essais cliniques qui se font dans ce domaine-là. Si vous avez des patients en tête qui pourraient correspondre, vous pouvez filtrer effectivement avec le sexe et l'âge pour peut-être affiner la recherche et avoir un nombre plus restreint d'essais cliniques. Mais l'idée est que la consultation est gratuite et donc j'espère vraiment qu'avec Clinotopia, voilà, les professionnels de santé pourront se réconcilier un peu avec la recherche clinique. J'ai été vraiment très touchée des témoignages parce que moi je suis une grande amoureuse de la recherche clinique depuis 10 ans. Je trouve que les protocoles sont justement innovant, on peut justement jouer un peu avec le numérique, aller voir de nouvelles choses. Et donc, c'est quand même un domaine qui est très novateur et qui a une grande adhérence de la part des patients. Les préjugés sont souvent ah oui, mais je vais être un cobaye. Et en fait, on pense que les patients vont penser comme ça, alors que pas du tout. Jouer justement avec leur montre connectée, on le fait tous, hein, soyons honnêtes. Donc, du coup, ça appelle un peu à une notion de jeu et de prise en main aussi de la santé. Moi, je trouve que la recherche clinique responsabilise les patients qui vont devoir justement être à l'écoute de leur corps, de leurs ressentis, qui vont traduire au niveau des questionnaires, voilà, ce qu'ils ont pu avoir comme événement, comme symptômes. Et puis, ouais, il y a cette notion aussi de jeu parfois qui peut être très, très intéressante dans les essais cliniques. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on s'amuse tous en faisant de la recherche clinique, professionnels de santé comme patients, pour amener les nouvelles innovations thérapeutiques de demain. Merci Céline de cette intervention. Pour laisser la main justement en termes de témoignages au docteur Lalanne ou au Solaire ou Essari, quel serait votre mot de conclusion pour les consoeurs et les confrères qui nous écoutent? Vas-y. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Les clés, c'est d'être bien structuré, de choisir un projet qui nous passionne, un sujet qui nous anime. Ce sera d'autant plus facile de le partager avec les patients au quotidien. Et ça apporte une satisfaction à la fois personnelle, mais aussi de groupe, comme vous le disiez, vraiment immense, avec vraiment une sensation d'aider les personnes qui viennent en consultation du mieux qu'on peut. Ouais. Et moi, je rajouterais vraiment, je pense que on est sur du sur-mesure. Donc, en fonction de si vous avez une spécialité ou pas, si vous travaillez seul, ou si, voilà, vous allez pouvoir choisir ce qui vous correspond, quelle pathologie vous passionne, quel recrutement vous avez dans votre cabinet. Et je pense qu'avec ce que peut proposer Stan, vous allez trouver quelque chose qui peut vous correspondre si vous êtes intéressé. Et c'est là la valeur ajoutée, c'est de vraiment, quelles que soient nos spécialités, nos modes de fonctionnement, il y aura à un moment donné une contribution à la recherche clinique possible pour chacun de nous en fonction de ce qu'on veut. Donc, c'est ça qui est cool. Voilà. Docteur Lalanne? Ouais, pour nous, c'est améliorer en fait nos pratiques, c'est avoir en fait une nouvelle vision de la médecine, participer à la recherche et c'est vrai que c'est super en fait pour le quotidien en fait, c'est vraiment hyper agréable. Donc ouais, je vous invite en fait à participer aussi à une étude et à regarder Clinotopia en fait, on va pouvoir découvrir en fait des recherches ou des sujets en fait qu'on n'avait pas et qu'on va pouvoir découvrir. Donc, ouais, ouais, très, très bonne idée. Merci beaucoup.
Donc voilà, on vous repasse le message, casser la barrière psychologique qui est souvent celle des médecins libéraux sur la participation à des projets de recherche, deux solutions là qu'on voulait mettre en avant. Kinotopia et Stan Research, pour bien voir que voilà, il y a des projets qui attendent même et qui ont besoin de contributeurs, de médecins qui se mobilisent pour les définir, pour les accompagner, pour inclure des patients bien évidemment, être destinataire aussi de ces résultats. On a vu là dans les deux témoignages qui étaient faits en pneumologie et en dermatologie, qu'on était aussi sur des sujets forts d'aide au diagnostic. Dans les deux cas, c'est important parce que plus justement en ville, on saura faire du diagnostic tôt, plus on sera en capacité de renforcer l'accès aux soins parce qu'on saturera moins le système, plus on sera en capacité d'apporter des réponses aux patients rapides et efficaces. Voilà, et c'est vraiment le sens du métier que vous faites tous les jours. C'est renforcer votre expertise, c'est contribuer à cette amélioration finalement de la santé publique et de l'offre de soins. C'est valoriser la médecine libérale parce que, ça a été dit au début, 80% des consultations, plus de 50% des actes techniques qui sont faits en secteur libéral. La recherche ne reflète pas cette réalité et vos besoins et vos patients, pardon, en ont besoin parce qu'une fois de plus, ce qui est dans les messages importants qui ont été passés, c'est que développer la recherche en ville, en libéral, c'est s'intéresser justement aux pathologies, aux situations des patients que vous voyez tous les jours et qui ne sont pas encore au stade de la sphère hospitalo-universitaire, qui a également bien évidemment ses mérites, mais qui ne voit que sur une petite sphère qui est la sienne, le nombre de patients. Donc, vous retrouverez bien évidemment toutes les informations disponibles, le replay. N'hésitez pas à le faire partager autour de vous. Et n'hésitez pas, donc, les deux sites sur lesquels vous pouvez vous rendre, kinotopia.fr, stan-group.fr. Très bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.